Allez, c'est parti, c'est les perles, c'est les perles, c'est les perles de la semaine. D'où me vient ce surcroît d'énergie? Pourquoi tout d'un coup une telle frénésie? Réponse: personne ne sait, pas même moi. J'ai l'impression que c'est le cerveau qui est en train de lâcher. C'est la tempête avant le calme plat. Vraiment, l'encéphalogramme n'attend qu'une chose, c'est de biper. Allez, c'est parti. Ah, je t'ai passé à côté de l'info, donc je vais la découvrir avec vous. Meeting de Gabriel Attal. Le Rassemblement national saisit le procureur pour mise en danger des participants. Le président délégué du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, estime que le parti présidentiel n'a pas respecté les jauges de sécurité dimanche au meeting de Renaissance. Non mais la mesquinerie des mecs, ah c'est incroyable. C'est genre, bah de toute façon si t'es trop nombreux, hein, bah vous aviez pas le droit d'être autant, hein, et ça compte pas, hein, ça joue pas, hein, ça joue pas. Hein. Jean-Philippe Tanguy, l'intégralité de son argumentation, pour moi, ça tient dans la phrase suivante. Silence. Le problème du Rassemblement national, c'est qu'ils sont aussi dangereux que ridicules, donc au bout d'un moment tu sais plus quoi faire quoi. Après les attaques de Gabriel Attal ce week-end contre Marine Le Pen, tu voles, tu payes. Non mais en plus, tout ça pour une punchline éclatée quoi. Si t'en es à saisir la justice pour faire chier un meeting parce qu'il a été agressif à ton écart, mais que l'agressivité se résume à « tu voles, tu payes !» Le recyclage de punchline le plus éhonté de l'histoire de la rhétorique française, franchement, ça va les gars. L'élu de la Somme note que les dirigeants du parti présidentiel ont déclaré entre 8000 et 9000 participants à ce rassemblement. Or, selon les données officielles disponibles, les salles disponibles pour ce type d'événement disposent d'une capacité max entre 1500 et 4500 personnes. Si tu organises ton événement dans une salle qui contient maximum 4500 personnes et que tu en revendiques 8000 présentes, faut pas t'étonner que ça fasse désordre, Gabriel. C'est là qu'on voit que contrairement à la gauche, ils ont pas cette culture du meeting. La CGT n'organise pas ces manifestations dans des lieux clos dont on connaît par avance la contenance en termes de nombre de personnes et qui permettrait donc de dire très clairement, preuve à l'appui, que oui, peut-être, les chiffres ont été un peu boostés. Voilà, ça la CGT elle le sait, que tu organises une manifestation, tu le fais sur la place de la République. Je sais pas ce qu'on peut dire, chat perché, chais, c'est celui qui dit qui est, miroir magique, plouf plouf. Je sais plus comment commenter la politique. On vit dans Squid Game manifestement. Hein. On a besoin de ref enfantine pour commenter les gamineries de ces individus. Hein. Enfin, genre, parce que là, c'est d'une mesquinerie absolue de la part de Jean-Philippe Tanguy. Hein. C'est vraiment très faible. Hein. Côté Attal, on maintient que tout a été fait dans les règles, qu'il y avait bien 1800 personnes sur la journée pour un espace de 6500 m², sans compter les espaces extérieurs. Et on ne va pas s'abaisser à commenter ces inepties. On peut peut-être opposer à Gabriel Attal que 8000 personnes sur la journée, mais seulement 4000 personnes pour son discours. Soit j'émets des doutes, soit vraiment les gens veulent pas l'écouter, y compris les membres de son propre parti, ce qui serait quand même sérieusement inquiétant pour lui. La moitié des militantes et militants étaient venus pour les saucisses, mais ont préféré partir avant sa prise de parole. Il n'y a pas de saucisses à Renaissance. Il y a toujours des saucisses. Désolé, je suis en roue libre aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Les 4000 sont allés chercher les saucisses à République. Putain, c'est ça. En fait, il y avait bien 8000 personnes, mais il y en a 4000 qui voulaient des saucisses et il n'y en avait pas. Du coup, ils sont allés place de la République à gauche parce que nous, on sait recevoir. Bon, c'était une bonne perle, c'était rigolo. Perle suivante, c'est Benoît Hamon. Ça s'appelle Marine Le Pen, le stagiaire de 3e et moi. Apparemment, il clash. C'est parti pour 2 minutes de violence, manifestement. 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen. Les juges ont rendu leur verdict. Ah, je sens que ça va être un bain de sang. Regardez-moi ça, comment il est en colère, Benoît Hamon, là. Ça va être une boucherie. Le fait est que le Rassemblement national, parti champion... Pardon, je m'excuse. Le Rassemblement national... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a tolérance zéro, c'est aussi tolérance zéro pour eux. Oh, bim! Punchline. Nous vivons sous le régime de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Et c'est positif, parce que ça veut dire... Mais Jordan, ça va, il est pénible, lui. Ah oui, ok. C'est donc un jugement important. Non mais, Jordan, je suis désolé, on a un stagiaire qui fait son stage de 3e, là, un collégien, là, et qui s'amuse. Tu dis quoi? Tu rigoles ou tu pleures, en fait? Tu rigoles, tu fais semblant de pleurer. Hein? Et tu veux quoi? Tu veux être candidat à l'élection présidentielle? Non. Tu veux être candidat à l'élection présidentielle. Mais t'es en 3e, Jordan? Non? T'es en 3e? Bon. Bon, voilà, toutes les hypothèses sont possibles, y compris qu'on puisse avoir... Oui, vraiment, face à Trump et Poutine, bon, voilà, qu'on puisse avoir un candidat en 3e, un collégien face à Trump et Poutine. Pourquoi pas? T'as le droit de rêver. Maintenant, va jouer avec ton nounours. Allez, suite au prochain épisode. Il est tellement content de lui.
Non mais après, comédien, c'est un métier. Le scénario, il est bien. Il y a du reenactment. Moi, je pense que c'est touchant. Voilà, je pense que c'est touchant. C'est cringeolo. C'est un peu cringeolo. Il est cool quand même. Ouais, vous êtes content. Cringe, mais choupinet, belle perle. Vous êtes content, vous êtes content. Après, c'est tellement gratos. Moi qui des fois me dis que peut-être je me moque un peu trop et que peut-être c'est un peu gratuit, c'est bon en fait, j'ai de la marge. Benoît il fait plus gratuit que moi, donc j'ai de la marge. Là on ne plaisante plus. Regardez ça qui est revenu dans la vie politique française. Cahuzac, les yeux dans les yeux, je vous le dis, je n'ai pas de compte ni en Suisse ni ailleurs. Alors Jérôme Cahuzac, si vous ne savez pas qui c'est, ministre du budget du gouvernement de François Hollande au début du gouvernement de François Hollande en 2012-2013, qui en 2013 je crois, est accusé d'avoir planqué de l'argent en Suisse, d'être un fraudeur fiscal, et il avait déclaré devant l'Assemblée nationale « Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. » Devant vraiment les preuves accablantes produites par Mediapart et qui s'accumulaient de semaine en semaine, il a fini par admettre que oui, bien sûr, il avait planqué du pognon, et il en a été condamné. Évidemment, il a quitté la vie politique. La fameuse loi Sapin 2, citée par tout le monde alors qu'en effet, elle ne s'applique pas, ou elle n'a pas été retenue du moins, par les juges dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du RN, la loi Sapin 2 a été votée à la suite de l'affaire Cahuzac pour tenter de moraliser davantage la vie politique française. Et alors, c'est vrai qu'il y a cette affaire aussi, accusation de vol de chiens d'aveugle. En 2005, une école des chiens d'aveugle confie temporairement à Cahuzac un Golden Retriever nommé Bucky, dont le coût est estimé entre 14 000 et 20 000 euros. Durant l'été de la même année, l'homme politique déclare avoir perdu le chien alors qu'il est en réalité caché dans une résidence secondaire du Lot-et-Garonne. Cahuzac affirme avoir régularisé la situation en 2012. Mais vraiment, quel homme mesquin et petit. Je pense que cette anecdote révèle l'homme qu'il est. Lui, il a accueilli un Golden Retriever, il s'y est attaché, et au lieu d'être une personne adulte et responsable et de dire « bon bah, je l'aimais beaucoup ce chien, mais voilà, je vais le rendre » et puis du coup, ça m'a fait prendre conscience que j'avais envie d'un chien, et puis je vais laisser passer quelques mois pour me sortir Bucky de l'esprit, et je vais aller adopter mon propre dogo dans un refuge, comme font toutes les personnes adultes et responsables et décentes. Jérôme Cahuzac, il l'a volé, et il a perdu le chien-chien. À la boulette. Pardon, il s'est barré le con, il s'est barré, il court vite, et moi je cours pas très vite, et il s'est barré. Et bah, il est de retour. Ah, t'as raison, Dart, il était déjà candidat aux dernières législatives, donc il tente de revenir. Mais à la place de Cahuzac, moi je serais enterré, mais au fond du fond d'un trou dans mon jardin pour que plus jamais je ne croise dans la rue un être humain, j'aurais honte quoi. Non, lui il se représente et puis maintenant il vient donner son avis sur LCI. Et alors attendez. Quant à l'exemplarité, comment dirais-je, Attendez. J'ai rêvé ou j'ai entendu Jérôme Cahuzac parler d'exemplarité? Quant à l'exemplarité... Ah non, j'ai pas rêvé. Je ne vois aucune manière de finir cette phrase qui ne soit pas une indécence consommée et une insulte, un crachat direct au visage des Françaises et des Français. Comment dirais-je, elle n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il est en train de donner des leçons d'exemplarité, il est en train de faire ça. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage. Tous les Français. Ah non. C'est génial. Tous les Français devraient avoir en commun. Il n'y avait effectivement aucune manière de bien finir cette phrase. Grosso modo, ce qu'il est en train de dire, c'est l'exemplarité, ça devrait être pour tout le monde. Et donc, si on suit Cahuzac, il n'y a pas lieu de juger plus sévèrement un responsable politique qui violerait les règles qu'un Français ou une Française lambda qui violerait les règles, puisqu'on doit tous être exemplaires. Jérôme Cahuzac, la définition même du mot exemplarité, c'est donner l'exemple quand tu es le plus exposé. Donner l'exemple quand tu es en situation de devoir le faire. Si tu dis que tout le monde est soumis à une exigence d'exemplarité, ça veut dire que personne n'est soumis à une exigence d'exemplarité. C'est donc une négation même du concept d'exemplarité. Il me semble, moi, que quand tu fais le choix personnel de vouloir être un représentant des Françaises et des Français, il me semble précisément que ces hautes fonctions viennent avec, en effet, un devoir d'exemplarité qui, par définition, ne peut pas s'appliquer à tous les Français de la même manière, puisque la définition même de l'exemplarité, c'est qu'elle s'applique à celles et ceux qui sont les plus exposés, les plus visibles, et dont le fait de les voir violer une règle serait le plus inacceptable. De surcroît, quand la règle que tu violes
c'est celle que tu es chargé de faire respecter, on peut peut-être dire que là, en effet, l'exemplarité n'est plus ni un concept vide de sens, ni une exigence facultative. En effet, quand tu fraudes le fisc, alors que tu es ministre du budget, et que ton rôle, c'est de faire respecter le fisc, peut-être qu'en effet, dans ce cas-là seulement peut-être, mais ce cas-là au moins, peut-être en effet que dans ce cas, l'exigence d'exemplarité, c'est pas pour les merles. Mesdames et messieurs, Jérôme Cahuzac, si vous vous posez la question, est-ce bien raisonnable de me forger mon opinion à l'égard de quelqu'un sur le fait que cette personne a volé un chien d'aveugle? La réponse est oui. Oui, vous pouvez. J'arrive au bout de mes capacités d'indignation et de dénonciation, je ne sais plus comment le dire. Quand tu vois Cahuzac là, il ne te reste plus que le rire et l'injure pour réagir. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? Quoi? Mais non. Le Canard enchaîné, qui publie un article hallucinant, Jordan Bardella en pleine récidive à Bruxelles, quelques jours à peine avant la condamnation de Marine Le Pen et de cadres du Rassemblement national dans une affaire similaire, l'eurodéputé s'acharnait à vouloir faire salarier par le Parlement européen son chef de cabinet, François Paradol, mais Bruxelles refuse de laisser passer ce risque d'irrégularité. Il n'existe aucun risque de récidive au RN, cette fameuse récidive qui motive l'exécution provisoire des 5 ans d'inéligibilité à laquelle a été condamnée la semaine dernière Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. La justice française a tort de craindre le contraire, c'est pas du tout le genre de la maison. La preuve avec Jordan Bardella qui, depuis son élection comme député européen il y a 9 mois, et malgré les courriers lui rappelant expressément la loi, s'entête à vouloir faire prendre en charge par Bruxelles son assistant parlementaire François Paradol, qui n'est autre que son chef de cabinet à Paris. Ce qui, évidemment, est totalement prohibé par les règles du Parlement européen. Le chef de cabinet de Jordan Bardella, il n'assiste pas Jordan Bardella dans son travail parlementaire, mais dans son travail politique, son travail de chef de parti, le travail qu'il fait en France au sein du débat national français tout simplement. On est donc bien exactement dans une situation similaire à celle qui est reprochée à Marine Le Pen et à ses nombreux coprévenus et pour lesquels ils ont été condamnés sévèrement en première instance. Et en fait, c'est un truc de fou. Tout leur argument, c'est de dire il n'y a aucun risque de récidive, c'est absolument absurde, pourquoi récidiverions-nous? De toute façon, nous sommes innocents, etc. Et là, on voit que le risque de récidive, non seulement il est bien réel, mais même il est consommé, puisqu'on apprend dans ce papier qu'en réalité, Jordan Bardella tente depuis des mois de faire payer par le Parlement européen son chef de cabinet au sein du parti. En plus, c'est complètement débile. Enfin, c'est là où tu te dis, mais c'est quand même pas des flèches, c'est quand même pas des lumières. Le Rassemblement national, fort de ses 140 et quelques députés, est un parti très riche. Quand tu as un parti très riche, peut-être que tu peux te dire que rémunérer le chef de cabinet du président sur les fonds du parti lui-même, c'est pas une mauvaise idée, qu'on a peut-être le budget pour, peut-être qu'on peut se permettre de mettre un peu à la caisse, voilà, de mettre un peu sur la table pour juste payer les gens, tu vois, avec qui on travaille et dont on a besoin. Eux, vraiment, jusqu'au bout, ils siphonneront la caisse, mais jusqu'au dernier euro, jusqu'à ce qu'ils soient tous en tôle, en prison, inéligibles et incapables de détourner de l'argent public. Ils siphonneront ou tenteront de siphonner les crédits européens, au mépris d'une part de l'éthique et de la probité, et d'autre part au mépris du bon sens et de l'intelligence. Enfin, je veux dire, vraiment, de la part de Jordan Bardella, c'est d'une imprudence et donc d'une bêtise confondante, me semble-t-il. Facho et radin, ça sonne bien. Alors, c'est parti, vous l'attendiez. Pascal Praud a le cerveau qui fond en direct. Il est là, il est sur Europe 1, Pascal. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment c'est bien. Est-ce que vous savez précisément... Détournement de fonds publics. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Détournement de fonds publics, c'est utiliser de l'argent qui est prévu à tel effet pour faire autre chose. Et précisément, est-ce que vous savez précisément dans le dossier ce que on reproche à un assistant parlementaire qui travaillait à Bruxelles? C'était quoi? Oui, par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Il a littéralement bégayé, Pascal. Il a le cerveau qui a fondu à l'intérieur de la boîte crânienne. Il reste un singe qui fait des cymbales comme ça. Là, en termes rhétoriques, ce qui s'est joué, c'est que il est parti du principe que le mec en face était un idiot et qu'il allait pouvoir le coincer simplement avec
quelques interrogations bien choisies. Ça s'appelle la contradiction par le questionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de contredire ton interlocuteur avec des affirmations, tu le contredis avec une ligne de questionnement, et cette ligne de questionnement est censée parvenir à son auto-contradiction. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'au bout d'un moment, ton interlocuteur soit ne soit plus en mesure de répondre à tes questions, soit en répondant à tes questions se contredise lui-même et donc devienne sa propre réfutation. C'est assez élégant. Quand tu parviens à amener l'interlocuteur là où tu voulais précisément aboutir, eh bien c'est lui-même qui semble se réfuter sans que toi tu n'aies eu à faire quoi que ce soit, et c'est bien sûr à la fois d'une grande élégance et d'une grande efficacité. C'est ce que fait Pascal Praud, mais manque de peau. Le mec en face, il a un peu taffé le dossier, il a quelques éléments, il est capable d'apporter des réponses, et en apportant des réponses au questionnement de Pascal Praud, ne fait que montrer une chose, c'est que c'est lui qui a raison, et que c'est bien du détournement de fonds, et que c'est du détournement de fonds absolument manifeste. Ah mais je l'ai. Et puis pas d'accord en principe, en général, avec vous, qui pratiquez le 2 poids 2 mesures que vous reprochez aux autres en permanence, alors vous en êtes le champion du monde. Oh, il est bon, Jean-Claude, dis donc. Je suis tellement le 2 poids 2 mesures que je vous donne l'antenne. Donc, oui, non, mais bien sûr, mais comme vous invitez des gens sur des plateaux sécurisés où ils sont 1 contre 9, il faut arrêter. Oh! Mais Jean-Claude, il est on fire, c'est impressionnant, sérieux. Et je vous permets de me mettre, et vous avez bien raison d'ailleurs, de me mettre en difficulté. Louis Alliot derrière, il me prend du temps quand même. Le gars, il vient d'être condamné et il veut pas qu'on lui prenne du temps. Est-ce que vous savez précisément... Détournement de fonds publics. On y est. Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Vous voulez qu'on parle de l'attaché de communication de M. Mélenchon, par exemple? Non. Il est 11h27. C'est encore mieux. Il est tellement perdu que t'as l'autre qui tente le chiffon rouge. Mais Mélenchon Mélenchon. Ça suffit. Pascal Praud. Bon, il est 11h27. C'est l'heure de la pause. Honnêtement, je pensais que la suite était déceptive et qu'en fait il arrivait à retomber sur ses pattes et même à le piéger. C'est souvent le cas quand tu vois un extrait cut comme ça de manière un peu maligne. Mais en fait la suite ne fait que confirmer l'extrait. Praud, il a le cerveau qui a explosé dans sa caboche. Ce que je vous propose, c'est alors si vous êtes gaulliste, la Cour suprême, disait le général de Gaulle, c'est le peuple. Je crois que Marie... Dire la Cour suprême c'est le peuple de la part de Pascal Praud, c'est bien reconnaître que les faits sont réels. Quand ici Pascal Praud a besoin de se retrancher dans le dernier refuge qui lui reste, la Cour suprême, si vous êtes gaulliste, c'est ce que disait le général de Gaulle, c'est le peuple, c'est bien reconnaître que ce serait le droit souverain du peuple de se choisir son président ou sa présidente, quand bien même ce président ou sa présidente aurait été condamné par la justice. C'est ça qu'il veut dire. Mais ce qui est passionnant, c'est que, ce faisant, utilisant cette référence-là à ce moment-là, il admet bien qu'il n'a absolument rien à répondre au fait absolument accablant dont le Rassemblement national est accusé et que l'auditeur en question vient de rappeler. C'est vraiment la défaite de la pensée. Ah, Jean-Claude, quoi. Jean-Claude qui nous régale. Échec et mat de Pascal Praud dans sa propre émission, à son propre micro, à sa propre antenne. Pascal Praud dont le cerveau fond en direct et lui coule par le nez. C'est mieux que ce soit le cerveau qui lui coule par le nez plutôt que des crottes de nez. C'est pas bien, je suis fatigué. Voilà YouTube pour les perles de la journée. Une belle récolte en tout cas. Il est possible, voilà, qu'on ait été un peu taquin, qu'on ait parfois été un peu moqueur. A-t-on été de mauvaise foi? Peut-être un brin parfois. J'ai pour moi l'excuse de mon état de fatigue avancé et également de l'état déplorable du débat politique français. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Un petit relâchement de temps en temps, mais surtout, ce qui est important, c'est que personne n'a craqué. Voilà, ça, bien sûr. Des bisous YouTube, peuple du futur. À bientôt pour de nouvelles aventures.